Pierre Bourdieu, vous venez de publier un long article sur ce que vous appelez la domination masculine. Est-ce qu'il ne s'agit pas autant de la domination que tout homme, au sens sexué du terme, cherche à exercer sur un autre homme, que de la domination des hommes sur les femmes? Est-ce que ce n'est pas une double domination? Oui, oui. En réalité, pour penser ce genre de problème à la fois presque trivial que nous avons sous les yeux à longueur de temps et formidablement difficile, il faut changer très profondément je pense, les manières de penser. Bon, c'est-à-dire que les formes de domination les plus fondamentales, donc qu'il s'agisse de la domination culturelle, qu'il s'agisse de la domination d'une ethnie sur une autre, qu'il s'agisse, je sais pas, les blancs sur les noirs aux États-Unis, qu'il s'agisse de la domination des hommes sur les femmes, etc. Toutes ces dominations sont très difficiles à comprendre parce qu'elles s'exercent en quelque sorte deux fois. Elle s'exerce à travers des contraintes objectives. Bon, par exemple, pour l'Afrique du Sud, jusqu'à une époque récente, et sans doute encore pour une grande part aujourd'hui, il y a des ségrégations, c'est-à-dire des interdits objectifs dans l'espace, des lieux séparés, des lieux sacrés dans lesquels certaines personnes n'ont pas le droit d'entrer, dont certaines personnes sont exclues, etc. Bon. Donc il y a des formes objectives. De même, encore aujourd'hui, il y a des professions où, sans que cela soit interdit, de fait, les femmes ne sont pas représentées, ne sont pas présentes, ou si elles sont présentes, elles sont dans des positions inférieures, dominées, etc. Bon. Alors, ça, c'est du côté objectif. Bon. Et puis, et c'est là ce qui est souvent oublié dans les analyses, je fais l'hypothèse que ces oppositions objectives, ces structures objectives, ces divisions objectives deviennent ce que j'appelle des principes de division. Des principes de vision du monde. C'est-à-dire, par exemple, la plupart des sociétés archaïques, moi j'ai beaucoup travaillé sur la société kabyle, sont organisées de manière, j'allais dire, maniaque, obsessionnelle, selon l'opposition du masculin et du féminin. Par exemple, la maison, c'est vrai d'ailleurs encore dans nos sociétés, la maison est un sous-espace féminin à l'intérieur du monde masculin. Il y a l'opposition maison, place publique, ou aujourd'hui maison, café. Alors, la place publique étant masculine, étant le lieu du discours, de la parole masculine, de la politique, etc. La maison étant le lieu de l'intimité, de la psychologie, de l'intériorité, de la biologie, de la reproduction, de la nature. Bon, c'est culture, nature, etc. Bon. Mais cette opposition-là, elle existe donc dans l'objectivité, mais elle existe aussi dans les structures mentales sous la forme de couples d'opposition, d'adjectifs. Il faudrait prendre des milliers d'exemples. Et l'accord entre ces oppositions objectives et les principes de division subjective fait que tout paraît aller de soi et des choses qui devraient surprendre ne surprennent pas. Par exemple, un exemple très simple, tout à fait présent dans nos sociétés, la logique de la vocation. On dit ah oui, cette fille, elle n'aime pas les mathématiques, ou bien ah non, c'est une fille, elle va pas aller à Polytechnique. Donc, la logique de la vocation, qui est un des grands principes de l'élimination différentielle des garçons, des filles et des enfants de différentes origines, est un phénomène très mystérieux. Les éliminés s'éliminent. C'est-à-dire les filles, on ne les chasse pas de certaines disciplines. On ne leur dit pas qu'il faut faire de la psychologie plutôt que de la sociologie. Or, statistiquement, il y a beaucoup plus de filles en psychologie, l'âme, l'intime, la maison, hein, qu'en sociologie, la politique, l'agora, etc. Bon, alors, c'est quoi? C'est que inconsciemment, comme on dit, bon, les filles s'orientent vers ce pourquoi elles se sentent faites, elles pensent avoir la vocation, et elles pensent le faire librement. Elles pensent le faire librement, et inconsciemment, les mécanismes d'orientation, qui ne sont pas nécessairement des mécanismes opérés par des hommes, c'est des notes, c'est des sortes de choses, les poussent d'un côté ou de l'autre. Bon, et on a une espèce d'immense processus de triage qui s'appuie autant sur les structures subjectives que sur les structures objectives.
Voilà. Et alors, ce principe, c'est ce que j'appelle l'habitus, voilà, c'est-à-dire, bon, c'est toujours difficile de donner en quelques mots une définition rigoureuse d'un concept complexe. Bon, disons que c'est un système de catégories, de perception, de pensée, d'action et d'appréciation. C'est ce qui fait que, devant la même situation, deux personnes vont voir différemment, vont construire la réalité différemment. L'un aura une préférence, l'autre une autre. Ces habitus sont le produit de l'incorporation, on pourrait dire de la somatisation, pour employer le vocabulaire psychanalytique, de la somatisation de structures objectives. Il y a la différence objective entre garçons et filles. Autrefois c'était à l'école, il y a l'école des filles, l'école des garçons, etc. Il y a la différence objective et elle devient incorporée. Bon, autrement dit, les filles, dans le cas particulier, collaborent, mais pas consciemment, évidemment, à travers leur corps, à travers le fait, par exemple, qu'elles sont du côté du cosmétique, du côté de la beauté, de l'élégance. Dans la division du travail, là, bon, toutes les enquêtes le montrent, les femmes ont la charge de l'intérieur. Bon, et c'est elles qui choisissent les décors, etc. Ce que vous appelez la gestion des biens symboliques. La gestion des biens symboliques. Bon, alors que quand il faut arriver aux catégories les plus élevées dans l'espace social et plutôt au pôle intellectuel pour trouver des hommes qui choisissent leurs vêtements sans consulter leurs femmes. C'est vrai, un fait très bien. Les femmes ont une spécialisation du côté du goût, de l'esthétique. Bon, alors, et à travers, ça serait une longue démonstration, à travers cette sorte de spécialisation socialement constituée, bon, elles se produisent elles-mêmes comme biens symboliques, bon, qui circulent sur le marché matrimonial. Enfin là, il y aurait à évoquer... Elles deviennent les enjeux... d'un jeu de domination entre hommes. Vous reprenez la notion de femme-objet qui a eu évidemment un succès... lié à Simone de Beauvoir, oui, mais évidemment en un sens tout à fait différent. Assez différent. Vous pouvez préciser cette différence? Oui, je pense que là vous me poussez à élaborer des choses très compliquées, mais je vais essayer. Comment dire, dans les échanges symboliques, dont la forme par excellence dans la plupart des sociétés sont les échanges matrimoniaux, les femmes sont objets d'échange et non pas sujets d'échange. C'est-à-dire les femmes sont un instrument de constitution d'alliance, la femme de prestige. La femme est une sorte de parole qui est entre les mains des hommes, le père, le frère, et puis ensuite le mari. Encore aujourd'hui, enfin c'est un porteur, c'est un sémaphore. Enfin bon, elle porte des bijoux, etc. Elle porte la condition sociale de son mari. Donc et à ce titre, elle est dans les jeux symboliques beaucoup plus objet que sujet. Et là, on pourrait montrer encore aujourd'hui que si on prend les statistiques de distribution des femmes selon les professions, les femmes sont toujours plus représentées dans les fonctions de représentation. Bon, je sais pas, l'exemple simple, c'est les hôtesses de l'air, etc. Les fonctions dans lesquelles il s'agit essentiellement de faire, mais de faire quelque chose qui vaut par la manière de le faire, par le vêtement que l'on a, que l'on met pour le faire, etc. Elles sont préposées aux signes de distinction. Voilà, exactement. Alors elles ont partie liée, effectivement, avec ces mécanismes de domination symbolique que j'ai décrits par ailleurs. Oui. Et c'est ce qui illustre assez bien ce concept de violence symbolique qui est très important dans votre œuvre. Voilà, alors oui, la domination masculine est la forme par excellence de la domination symbolique. C'est une domination qui s'exerce... alors les mots sont très difficiles sur ce point-là, parce que on peut facilement imputer la faute au dominé. Blâmer le coupable, comme on dit. Blâmer la victime, pardon. Blâmer la victime. Donc il faut faire très attention aux mots. La domination symbolique est une domination qui s'exerce avec la complicité de celui qui l'a subi. Mais le mot de complicité, il ne faut pas le prendre au sens sartrien, de mauvaise foi, je me mens à moi-même, je suis pas de sens moral. C'est, d'une certaine manière, mon corps qui collabore, en quelque sorte, avec des structures dont il est l'incorporation.
corporation dont il est le produit. Nous ne savons pas, par exemple, quand nous marchons, rien ne paraît plus naturel que la marche. Or, c'était l'exemple célèbre de Marcel Mauss, qui a inventé la notion de technique du corps. Il a montré qu'après la guerre de 14, quand on a voulu faire défiler des soldats français avec une musique anglaise, des soldats anglais avec une musique française, ça ne marchait pas du tout. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des manières nationales de marcher, autrement dit que cette chose apparemment très naturelle était complètement socialisée. Bon. Et c'est vrai de l'essentiel, enfin, de nos structures, des structures mentales, des structures de perception, elles sont inscrites complètement dans les plis du corps de la manière structurée. Et c'est ça qui expliquerait aussi que les dominants sont également dominés par la structure de domination. Oui, alors là, on le voit bien dans le cadre de la domination masculine, la phrase célèbre de Marx, qu'on cite comme ça sans trop y penser, les dominants sont dominés par leur domination, là, elle prend tout son sens. C'est-à-dire que les dominants ont aussi dans leur cerveau la dichotomie fondamentale. Et au nom de l'idée de la virilité, par exemple, de la virtus. Virtus, c'est voilà un bel exemple de présupposé tacite. Dans virtus, on n'entend pas vir. C'est une vertu est nécessairement masculine. Bon. Au nom de l'idée de la virtu, c'est-à-dire il faut être un homme, etc., on peut faire des tas de choses absurdes. Mourir pour la patrie, on peut se battre dans des guerres absurdes, on peut écraser le sexe dit faible, on peut faire toutes sortes de choses, et donc le dominé, pour être à la hauteur de l'idée qu'il a de lui-même, le dominant, pardon, le dominant, pour être à la hauteur de l'idée de lui-même que le monde social lui a inculqué, on peut être amené à s'imposer des sacrifices, jusqu'à y compris le sacrifice ultime de la vie, dans les sociétés archaïques, mais encore aujourd'hui. Oui, on a donc un bel exemple avec cette violence symbolique d'une violence sans violence, d'une certaine façon. Ah oui, ça c'est tout à fait, là il n'est pas question de chercher un responsable. Bon, ce qui ne veut pas dire que la violence ne serve pas certains plutôt que d'autres. Hein. Là, c'est évident que la violence symbolique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit quelle qu'elle soit, est un des fondements les plus puissants de l'ordre social. Je pense que les sociétés modernes reposent, j'allais dire, au moins autant sur la violence symbolique que sur la violence physique ou économique.